merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors c'est un scrutin boycotté par une majorité des partis, boudé par les Tunisiens. Notre reporter est sur place devant un bureau de vote à Tunis et il a constaté qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Le taux de participation risque d'être très très faible. Oui, en effet, et c'était un petit peu attendu. En revanche, le taux de participation, c'est le seul élément ou le seul enjeu de ces élections. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas réellement des élections législatives, dans la mesure où, comme l'a très bien expliqué votre reporter, pour des élections législatives, même dans un régime autoritaire, voire dictatorial, les enjeux, c'est de savoir qui a gagné, qui a perdu. C'est des programmes nationaux qui s'affrontent. Or, on n'est absolument pas dans ça. On est sur des individualités. On a tout fait pour affaiblir le lien entre les partis politiques et donc une communauté d'idées et les programmes. Donc les personnes vont être une sorte de conseillers régionaux, de conseillers locaux qui vont siéger dans un gouvernement, dans un parlement et qui auront justement très peu prise sur l'action gouvernementale. Et comme l'a aussi rappelé le président de la République, qui auront une épée de Damoclès qui est la révocation des élus. Et à partir de là, qu'on soit dans une circonscription, et c'est très bien l'exemple que vous avez donné, la première circonscription de Tunis, où il y a un seul candidat, il n'y a juste pas d'enjeu en réalité. C'est-à-dire que les gens qui se déplacent ou non, le candidat est élu et on a 10 circonscriptions qui sont dans ce cas. Et 7 circonscriptions à l'étranger où il n'y a même pas de candidat. Donc à partir de là, les enjeux ne sont pas si importants et le seul enjeu, encore une fois, c'est la participation. Kais Saied a évincé un parlement élu avec 2,9 millions de voix aujourd'hui. Pour que le sien soit plus, au moins aussi légitime, il faut faire au moins autant. Et c'est le seul enjeu que les observateurs vont scruter. Kais Saied a donc en quelque sorte redessiné ce nouveau Parlement. Ses compétences seront amoindries. On le sait concrètement. Qu'est-ce que ce nouveau Parlement ne pourra plus faire ? Alors, ce Parlement pourra difficilement contrôler l'action gouvernementale. C'est-à-dire que déjà, le gouvernement ne procède plus d'une majorité parlementaire. Ce gouvernement, il pourra éventuellement voter une motion de censure, mais c'est quasiment impossible en réalité. Parce qu'on parle de Parlement, aujourd'hui on élit que la Chambre basse. Aujourd'hui, on est passé, avec la Constitution de 2022, on est passé sur un Parlement bicaméral. Donc il y a une Chambre haute dont les prérogatives ne sont toujours pas définies par la loi, qui est élue de manière indirecte, donc qui nécessite plusieurs scrutins. Ça va être la Chambre des représentants des régions et de ce qu'on appelle les districts, donc des groupements de régions. Pour qu'il y ait ce Parlement, pour moi, il est très difficile qu'on ait un Parlement complet, c'est-à-dire avec ces deux chambres, avant fin 2023. C'est très difficile de l'avoir avant. Et donc, pour qu'on fasse chuter, par exemple, un gouvernement, il faut que les 2/3 des deux chambres décident de faire chuter le Parlement. Et dans l'hypothèse encore moins probable d'une deuxième motion de censure, le président de la République peut choisir soit de démettre le Parlement qui a été donc censuré par le Parlement, soit de démettre le Parlement, une ou deux de ses chambres. Et après, le président peut aussi contourner le Parlement dans certains domaines. Il peut passer directement par référendum. Et pendant les vacances parlementaires, il peut voter il peut légiférer par décret-loi, des décrets-lois qui seront ensuite avalisés par le Parlement à la rentrée parlementaire. Et il est surtout amoindri dans l'image qu'on se fait du Parlement. Donc, en parlant de en parlant de cette révocation des élus, en disant aussi qu'on peut lever l'immunité beaucoup plus facilement pour les élus, en réalité, il y a moyen de museler une éventuelle opposition. Et donc, à partir de là, on est dans un système, non pas présidentiel, mais dans un système présidentialiste. Donc, les Tunisiens, je pense qu'ils ont compris que l'intérêt était ailleurs et certainement pas au Parlement, d'où le manque d'enthousiasme. Et pour être totalement complet, le fait que ce soit organisé... Très rapidement, on est pressé par le temps. Oui.
D'accord. Le fait que ce soit organisé un 17 décembre, parce que pour commémorer le déclenchement de la révolution de 2010, ça arrive aussi dans un moment où tout le monde regarde vers le Qatar et tout le monde regarde la Coupe du Monde. Donc ça n'aide pas à avoir un taux de participation important. Alors, très rapidement, une dernière question. La principale préoccupation des Tunisiens, ça reste la cherté de la vie. Qu'est-ce qui a changé finalement depuis la révolution de 2011 ? Malheureusement, absolument rien. C'est-à-dire que les gouvernants post-2011 ont continué sur ce même ce même régime économique, ce même modèle économique de salaire très bas et en contrepartie d'une intervention de l'État assez importante. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on garde les bas salaires, mais on retire l'intervention de l'État qui permettait de compenser notamment l'accès aux matières premières et aux produits de première nécessité. Donc, il y a une paupérisation qui est très importante et qui, du fait de la guerre en Ukraine, ne fait que s'accélérer. Et donc, malheureusement, il n'y a aucune solution qui ait été trouvée, que ce soit par les personnes que Kais Saied a écartées ou par Kais Saied lui-même. La cherté de la vie continue et c'est probablement pas ce Parlement aux prérogatives amoindries qui va trouver une solution. Atem Nafti, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes essayiste et auteur de Tunisie vers un populisme autoritaire, voyage au bout de la Saïdi, publié en 2022 aux éditions Rive Neuve. Merci à vous. Merci.